Elle fut l'une des plus grandes stratèges africaines de l'histoire. Nzinga Mbande, reine d'Angola, diplomate hors pair, chef de guerre redoutable, qui osa défier les colons portugais au XVIIe siècle. Née en 1583, Nzinga Mbande grandit dans le royaume de Ndongo et Matamba. Très jeune, elle apprend l'art de la diplomatie et des alliances. Sa détermination est telle que lorsqu'elle rencontre les Portugais en 1622, elle refuse de s'asseoir par terre et fait plier une servante en tabouret humain pour être à hauteur de ses interlocuteurs. Nzinga Mbande ne se limite pas aux négociations. Lorsque les Portugais trahissent ses accords, elle prend les armes. Elle dirige elle-même ses troupes au combat, forge des alliances avec les peuples voisins et même avec les Hollandais, ennemis des Portugais. Elle adopte des tactiques de guérilla, frappe vite et fort et se retire dans les forêts. Son peuple la suit, la craint et la respecte. Nzinga ne fut pas qu'une reine guerrière. Elle savait aussi négocier la paix pour préserver son peuple. Pendant près de 40 ans, elle jongla entre diplomatie et guerre, signant des traites quand cela servait ses intérêts, rompant les accords quand son royaume était menace. Nzinga Mbande meurt en 1663 après avoir dirigé son royaume pendant des décennies. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une héroïne nationale en Angola. Son nom incarne la résistance, l'intelligence politique et la dignité. À travers les siècles, Nzinga Mbande reste un symbole universel, celui d'une femme qui refusa de plier face à l'oppression. À la fin du XIXe siècle, alors que les puissances européennes se partageaient vers l'Afrique, un homme se distingua par sa détermination et sa résistance. Son nom, Samori Touré, guerrier, stratège et fondateur de l'empire Wassoulou. Pour son peuple, il était le lion du Manding. Pour les Français, un adversaire redoutable. Samori Touré naît vers 1830 en Guinée actuelle. Orphelin très tôt, il grandit dans une époque instable. Par son intelligence, son charisme et ses talents militaires, il parvient à unir plusieurs clans mandingues. En 1870, il fonde un empire puissant, le Wassoulou, couvrant une partie de la Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Il crée une armée professionnelle de plusieurs milliers d'hommes, équipés non seulement de lances, mais aussi de fusils obtenus par le commerce transsaharien. Son empire est organisé avec gouverneurs, impôts et justice, digne d'un véritable État moderne africain. Quand les Français progressent en Afrique de l'Ouest dans les années 1880, ils s'attendent à une victoire facile. Mais Samori oppose une résistance acharnée. Il adopte des tactiques de guérilla, embuscade, repli stratégique, terre brûlée, mobilité rapide. Pendant près de 20 ans, il mène une guerre de mouvement, déplaçant sa capitale, regroupant ses forces et refusant de céder. Pour son peuple, Samori n'est pas seulement un roi, il est le défenseur de leur liberté et de leurs terres. Samori est aussi un diplomate. Il cherche des alliances avec d'autres souverains africains et négocie même avec les Britanniques en Sierra Leone pour obtenir armes et fournitures. Il comprend que résister à la colonisation ne se joue pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le terrain diplomatique. Mais les Français ne renoncent pas. Avec davantage de soldats, une artillerie moderne et une stratégie d'encerclement, ils affaiblissent peu à peu les forces de Samori. En 1898, après près de 20 ans de lutte, il est capturé. Déporté au Gabon, il meurt en exil en 1900. Sa défaite marque la fin de l'un des plus grands empires de résistance en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Samori Touré est célébré comme l'un des plus grands résistants africains à la colonisation. En Guinée et à travers l'Afrique de l'Ouest, son nom incarne la fierté et le courage.
Il rappelle que, face à l'oppression, les peuples africains ont su défendre leur souveraineté et leur dignité. Le lion du Manding est tombé, mais son rugissement résonne encore dans la mémoire de l'Afrique. Samori Touré, l'empereur mandingue qui osa défier la colonisation. Son combat demeure un symbole intemporel. La liberté ne se reçoit pas, elle se conquiert. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans ce qui est aujourd'hui le Bénin, s'est dressé un royaume puissant et redouté, le royaume du Dahomey, aussi appelé royaume de Dahomey. Et parmi ses rois les plus célèbres, un nom résonne comme un symbole de courage et de résistance. Béhanzine, un homme qui, face à l'impérialisme colonial français, a choisi de se battre jusqu'au bout, quitte à perdre son trône. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de ce guerrier, ce roi, ce chef de guerre, ce lion d'Abomey. Le royaume du Dahomey, fondé au XVIIe siècle, était l'un des États les plus organisés d'Afrique de l'Ouest. Situé entre les actuels Bénin, Togo et Nigeria, il était régi par une monarchie centralisée, avec un roi sacré appelé Aouzou. Ce royaume était connu pour plusieurs choses. Son armée redoutable, composée notamment des Amazones, du Dahomey, des femmes guerrières d'élite. Son système administratif complexe. Et, plus sombrement, sa participation au commerce transatlantique des esclaves. Mais à la fin du XIXe siècle, alors que l'Europe se partageait l'Afrique comme un gâteau, le Dahomey devient une cible. Déjà, la France contrôle Cotonou, un port stratégique. Elle signe des traités avec les rois voisins, comme celui de Porto Novo, qu'elle protège. Mais Béhanzin refuse. Il voit ces traités comme une atteinte à sa souveraineté. Pour lui, le Dahomey n'est pas une colonie, c'est un royaume indépendant. Il déclare « Le sol de mon royaume n'appartient qu'à moi. Personne ne peut le vendre, pas même un de mes précédents. » Béhanzine naît vers 1844, fils du roi Glélé, l'un des monarques les plus puissants du Dahomey. Dès son plus jeune âge, il est formé à l'art de la guerre, de la diplomatie et à la tradition royale. Son nom, Béhanzine, signifie « celui qui a le sang chaud », un présage de son tempérament farouche. En 1889, à la mort de son père, Béhanzine monte sur le trône. Mais son couronnement est loin d'être une simple cérémonie. Il doit d'abord survivre à une lutte de succession contre ses frères. Et c'est un homme déterminé, fier et conscient des dangers qui pèsent sur son royaume, qui prend les rêves du pouvoir. À cette époque, la France étend son empire en Afrique. Après la conquête de l'Algérie, puis du Sénégal et du Soudan français, ses salutations se tournent vers le sud, le golfe de Guinée. Déjà, la France contrôle Cotonou, un port stratégique. Elle signe des traités avec les rois voisins, comme celui de Porto Novo, qu'elle protège. Mais Béhanzine refuse. Il voit ces traités comme une atteinte à sa souveraineté. Pour lui, le Dahomey n'est pas une colonie, c'est un royaume indépendant. Il déclare « Le sol de mon royaume n'appartient qu'à moi. Personne ne peut le vendre, pas même un de mes précédents. » En 1890, la première guerre franco-dahoméenne éclate. Les Français, bien équipés, tentent d'occuper Cotonou. Béhanzine envoie ses troupes, y compris les Amazones, et repousse l'envahisseur. Mais la paix est fragile. En 1892, la France revient sous les ordres du général Alfred Dodds, un métis afro-antillais qui connaît bien la région. Cette fois, c'est une invasion massive. 3000 soldats français, appuyés par l'artillerie, les mitrailleuses et des mercenaires africains. Face à eux, environ 12 000 guerriers dahoméens, armés surtout de fusils anciens, d'épées et de courage. La campagne de 1892-1894 est un carnage. Les Français avancent vers l'intérieur, prenant ville après ville. Mais à chaque pas, ils rencontrent une résistance farouche. Les Amazones du Dahomey, appelées Mino, nos mères, se battent avec une bravoure légendaire. Certaines chargent à découvert, sous le feu des mitrailleuses. Le 17 novembre 1892, les troupes françaises entrent dans Abomey, la capitale sacrée du Dahomey. Mais Béhanzine n'est pas là. Avant l'arrivée de l'ennemi, il a ordonné l'incendie du palais royal, un acte symbolique. Plutôt que de laisser ses trésors et ses ancêtres tomber aux mains des colonisateurs, il préfère tout détruire. Puis, il s'enfuit dans la forêt, lançant une guérilla contre les Français pendant près de 2 ans. Mais isolé, trahi par certains chefs locaux et affaibli, il finit par se rendre en janvier 1894. Après sa reddition, Béhanzin est déporté.
D'abord aux Seychelles, puis en Algérie, puis colonie française. Il vit en exil pendant près de 20 ans, sans jamais renier son titre ni sa dignité. Il refuse de parler français, continue de porter ses vêtements royaux et traite ses gardes comme des sujets. Il meurt le 10 décembre 1906 à Djidjeli, aujourd'hui Djidjel, en Algérie, loin de sa terre natale. Son corps repose aujourd'hui dans un cimetière à Alger, mais son esprit demeure à Abomey. Aujourd'hui, Behan Zine est un héros national au Bénin. Il incarne la résistance africaine face à la colonisation. Un roi qui préférait la liberté à la soumission, la dignité à la capitulation. Son histoire rappelle que l'Afrique n'a pas été conquise sans combattre, que des peuples entiers se sont battus pour leur souveraineté. Et même si le Dahomey a disparu, son héritage vit à travers les traditions, les récits oraux et les jeunes générations qui portent son nom avec fierté. Behan Zine n'a pas vaincu la France, mais il a gagné quelque chose de plus précieux, la mémoire. Il a montré que même face à l'irrésistible machine coloniale, un homme peut choisir de se dresser, de dire non, de brûler son palais plutôt que de baisser les yeux. Il fut roi, il fut guerrier, ce fut un symbole. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un tambour résonne à Abomey, c'est un peu de son âme qui revient. Je parie que vous ne connaissez pas le mystère qui entoure Kimpavita, la prophétesse qui a défié l'histoire du Congo. Qui était-elle vraiment ? Comment une jeune femme a-t-elle pu rallumer l'espoir d'un royaume brisé et marquer à jamais la mémoire de l'Afrique ? Restez avec moi, car son histoire pourrait bien changer votre vision du courage et de la foi. Je suis Kimpavita, fille du Congo, née au cœur d'une terre blessée mais indomptable. Mon histoire est celle d'une lutte, d'un espoir et d'un feu qui refuse de s'éteindre. J'ai grandi parmi les ruines de Mbanza Congo, là où la nature reprend ses droits sur les vestiges de la grandeur passée. Chaque pierre, chaque arbre portait la mémoire de mon peuple et la douleur de nos pertes. Mon enfance fut marquée par les querelles entre les maisons royales, Kimpanzu et Kinlaza, qui déchiraient notre royaume. Dans ce chaos, j'ai vu la fragilité de notre unité et la force de notre identité. Petite, j'ai connu la peur, la division, mais aussi la chaleur des traditions et la force des liens familiaux. J'ai ressenti l'appel du Congo dans chaque battement de mon cœur. Ma jeunesse fut un combat quotidien contre la douleur, la perte et l'incertitude. Mais c'est dans l'obscurité que la lumière de l'espoir commence à briller. Près du mont Kibangu, j'ai grandi entre les croyances de mes ancêtres et la foi nouvelle qui s'installait dans nos villages. Ce mélange a forgé mon âme et ma vision. Entre les croix et les fétiches, j'ai appris à écouter les voix du passé et à rêver d'un avenir où le Congo retrouverait sa dignité. Initié comme Nganga Marinda, j'ai découvert le pouvoir de guérir, de guider et de servir de pont entre les mondes visibles et invisibles. La foi, chez nous, n'était jamais simple. Elle était tissée de nos douleurs, de nos espoirs et de nos traditions. J'ai vu la traite des esclaves déchirer nos familles, la foi devenir parfois un instrument de domination, et la souffrance s'installer dans chaque foyer. J'ai vu la détresse dans les yeux de mon peuple. Leur espoir s'amenuisait jour après jour. Nos champs étaient abandonnés, nos familles brisées et nos proches emmenés loin, victimes de la traite transatlantique. Même la foi, autrefois source d'espoir, semblait s'être éteinte, abandonnée par ceux qui prétendaient en la porter. Les guides spirituels semblaient en parfois perdus, incapables de répondre à la détresse de notre peuple. Dans ce silence, j'ai ressenti l'abandon, mais aussi la nécessité de me lever. Mon peuple priait pour un signe, pour un guide, pour une voix qui leur rappellerait que Dieu ne les avait pas oubliés. Ils espéraient la restauration de notre royaume, le retour de la gloire de Mbanza Congo et la fin du sang versé sur notre terre. C'est dans ce climat de désespoir que j'ai compris ma mission. Rallumer la flamme de l'espoir, guérir les blessures de mon peuple et leur rappeler leur dignité. J'ai connu la maladie, les visions, les transes qui m'ont conduite à la frontière du monde des esprits. J'ai senti mon âme quitter mon corps, dialoguer avec les cieux, recevoir un appel que je ne pouvais ignorer. Ce n'était donc pas de simples maladies, mais le début d'un réveil spirituel qui allait bouleverser le Congo. Lors d'une de ces transes, j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. J'étais devenu le réceptacle d'une force divine. Je n'étais plus seulement Kimpavita, j'étais la voix de l'espoir du Congo, la flamme qui refuse de s'éteindre, prête à guider mon peuple vers la lumière.
Quand Kimpavita commença à parler en tant que Saint Antoine, elle le fit non pas en portugais ou en latin, les langues de l'église coloniale, mais en Kikongo, la langue du peuple. C'était un acte révolutionnaire en soi. Cela repositionnait le centre de la foi chrétienne, le déplaçant de Rome au Congo et rendant ces saints mystères accessibles à chaque homme et femme du peuple. Son message était électrisant. Elle appelait à une fin immédiate des guerres civiles, exhortant les rois rivaux à déposer les armes et à s'unir pour restaurer le royaume. Elle prêchait que la véritable Terre Sainte n'était pas dans une lointaine Palestine, mais là, au Congo. Mbanza Congo, déclara-t-elle, était la vraie Bethléem, et le fleuve Nzadi était le vrai Jourdain. Cette nouvelle prophétesse, parlant avec l'autorité d'un saint bien-aimé, rassembla rapidement des disciples. Son mouvement fut connu sous le nom d'antonianisme. Sa théologie était une puissante fusion de la cosmologie Congo et du récit chrétien, réinventé pour un contexte africain. Kimpavita enseignait que Jésus-Christ, sa mère Marie et les apôtres n'étaient pas des Européens blancs, mais des Africains noirs nés au Congo. Cette réinterprétation radicale de l'iconographie chrétienne était un défi direct aux hiérarchies raciales promues par les missionnaires européens et les puissances coloniales. Elle affirmait le caractère sacré de l'identité noire et plaçait le peuple Congo au centre même du plan divin de Dieu, et non à sa périphérie comme des convertis subalternes. Le cœur de sa mission était la restauration de l'unité et la réoccupation de la capitale ruinée, Mbanza Congo. Pour ses disciples, elle était une sainte vivante, un phare d'espoir dans un pays enveloppé de ténèbres. Des milliers affluèrent pour l'entendre prêcher, quittant leur village pour rejoindre sa communauté dans la capitale reconquise. Ils reconstruisirent des maisons, cultivèrent les champs et créèrent une nouvelle société centrée sur ses enseignements de paix, d'unité et d'un christianisme uniquement congo-centré. Le mouvement antonianiste était plus qu'une secte religieuse. C'était un puissant projet politique et social visant à guérir les fractures du royaume et à forger une nouvelle identité indépendante, libre des conflits internes et de la domination étrangère. Les enseignements de Kimpavita fournirent un nouvel ensemble de prières et de symboles, y compris un crucifix réinventé connu sous le nom de Salawakanga, qui mettait l'accent sur le salut et la protection du peuple Congo. C'était une leader charismatique et convaincante, sa jeunesse et son sexe rendant ses affirmations divines d'autant plus extraordinaires pour ses disciples. Elle leur enseignait qu'ils détenaient les clés de leur propre salut, qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre les prêtres européens ou les rois en guerre pour être délivrés. Son mouvement donna au peuple un sentiment d'autonomie et de but spirituel, qui avait été érodé par des décennies de conflits et d'ingérence coloniale, allumant un feu de réveil à travers le royaume fragmenté. La croissance rapide du mouvement antonianiste provoqua des ondes de choc à travers les structures de pouvoir établies au Congo. Les prétendants rivaux au trône, en particulier le roi Pedro IV Nusamu à Mvemba, qui était soutenu par les Portugais, ne voyaient pas Kimpavita comme une prophétesse, mais comme une terrible menace politique. Son immense popularité et son appel à un royaume unifié sous un dirigeant de son choix minaient directement sa propre légitimité et ses ambitions. Il percevait son influence sur les masses comme un défi à son autorité royale, un nouveau pouvoir dangereux qu'il ne pouvait contrôler et qui menaçait de bouleverser le délicat équilibre politique qu'il cherchait à maintenir à son propre avantage. Simultanément, les missionnaires capucins portugais, qui avaient longtemps supervisé la présence de l'Église catholique dans la région, furent horrifiés par ses enseignements. Ils considéraient son christianisme africanisé comme une hérésie profonde et dangereuse. L'idée d'un Jésus noir, d'une Bethléem Congo et d'une prophétesse femme se déclarant le réceptacle d'un saint homme était, à leurs yeux, une distorsion blasphématoire de la doctrine sacrée. Les pères Bernardo da Gallo et Lorenzo da Luca, les frères capucins de la région, commencèrent une campagne concertée contre elle, la dénonçant comme une sorcière, une charlatane et un agent du diable, cherchant à empoisonner les âmes du peuple Congo avec des mensonges hérétiques. L'opposition des autorités politiques et religieuses créa une alliance puissante et dangereuse contre Kimpavita. Pour le roi Pedro IV, elle était un obstacle politique dont le mouvement populaire pouvait facilement se consolider derrière l'un de ses rivaux, brisant ses tentatives de réunir le royaume sous son propre règne. Pour les missionnaires capucins, elle était une ennemie théologique qui menaçait d'annuler des siècles de leur travail et de couper la connexion du Congo avec l'Église catholique romaine. Cette convergence d'intérêts scella son destin.
Il ne la voyait pas comme une leader spirituelle apportant un message de paix, mais comme une figure révolutionnaire qui devait être réduite au silence à tout prix. Leur opportunité se présenta en 1706. Kimpavita avait donné naissance à un enfant, ce que ses ennemis saisirent immédiatement comme preuve de sa fraude. Ils arguèrent qu'un véritable réceptacle d'un saint, une femme dédiée à Dieu, resterait chaste et que son enfant était la preuve définitive de sa péché et de sa corruption morale. Ce développement donna au roi Pedro IV le prétexte dont il avait besoin pour agir de manière décisive contre elle. Sous la pression des frères capucins et avec le soutien de sa propre cour, il ordonna son arrestation. La prophétesse du Congo, la voix de l'espoir désespéré d'un peuple pour le renouveau, fut capturée et livrée à ses accusateurs pour être jugée pour hérésie et trahison. Le procès de Kimpavita était une conclusion inéluctable, un spectacle orchestré par ses ennemis politiques et religieux. Elle fut présentée devant un conseil présidé par le roi Pedro IV, les frères capucins agissant comme procureurs en chef. Accusée d'hérésie, de sorcellerie et de sacrilège pour avoir prétendu être Saint Antoine et pour avoir eu un enfant hors mariage, elle eut peu de chances de se défendre. Les débats furent une sombre fusion de la justice royale du Congo et des tactiques de l'Inquisition européenne. Le 2 juillet 1706, le verdict fut rendu. Kimpavita et son fils nouveau-né furent condamnés à mort, sentence de mort par le bûcher sur la place publique des Volulu. L'exécution fut une affaire brutale et solennelle, conçue pour servir d'avertissement terrifiant à ses milliers de disciples. Tandis que le bûcher était allumé, Kimpavita se tenait en martyr pour sa vision d'une Afrique unifiée et spirituellement autonome. Selon les récits des frères présents, elle resta inébranlable, affrontant sa mort horrible avec un courage qui troubla même ses bourreaux. La mort de son fils nouveau-né à ses côtés ajouta une couche insupportable de cruauté à l'acte, scellant à jamais son image de victime de l'intolérance coloniale et politique. Avec sa mort, ses ennemis crurent avoir éteint la flamme antonianiste et restauré l'ordre. Mais ils avaient au contraire créé une légende qui ne mourrait jamais. Bien que le mouvement antonianiste ait été militairement écrasé par les forces de Pedro IV dans les années suivant son exécution, l'esprit des enseignements de Kimpavita perdura. Son histoire fut transmise de génération en génération, devenant un récit fondateur de résistance contre la division interne et la domination étrangère. Elle devint un symbole du nationalisme congo et une précurseur des mouvements panafricanistes plus larges qui émergeront des siècles plus tard. Son rêve d'un royaume unifié et son affirmation d'une identité noire, africaine au sein d'une foi universelle, résonnèrent profondément, plantant des graines de pensée anticoloniale qui finiraient par fleurir sur tout le continent. Aujourd'hui, Kimpavita, également connue sous le nom de Donna Beatriz, est commémorée comme l'une des grandes figures spirituelles de l'histoire africaine. Sa vie et son sacrifice sont un puissant témoignage de la quête durable de liberté, d'unité et d'autodétermination. Elle démontra que la lutte pour la libération n'est pas seulement menée sur le champ de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits des gens, dans les histoires qu'ils racontent et dans la vision du divin qu'ils ont pour eux-mêmes. Son héritage est un rappel du lien puissant entre l'identité spirituelle et la liberté politique, encapsulé dans les mots puissants qui lui sont attribués. Un appel intemporel à l'action pour tous ceux qui cherchent à façonner leur propre destin. Nous sommes nous-mêmes nos propres sauveurs. Bienvenue sur Mémoire d'Afrique, la chaîne qui redonne vie aux héros et héroïnes oubliés de l'Afrique francophone. Abonne-toi, c'est gratuit, et rejoins la communauté des gardiens de la mémoire. Il fut l'un des plus grands savants du XXe siècle. Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue, linguiste et physicien, a consacré sa vie à une mission. Redonner à l'Afrique sa place dans l'histoire universelle. Ses recherches ont bouleversé les idées reçues, dérangé les institutions et inspiré des générations entières. Voici l'histoire du savant qui a réécrit l'histoire africaine. Cheikh Anta Diop naît en 1923 à Tiaïtou, un village du Sénégal. Très jeune, il montre une curiosité insatiable et une mémoire prodigieuse. Après ses premières études coraniques et classiques, il rejoint Dakar pour poursuivre son éducation. En 1946, il part à Paris. Il découvre une capitale bouillonnante. Les idées marxistes, l'existentialisme de Sartre, les débats sur la décolonisation. Mais Cheikh Anta a un objectif clair,
démontrer scientifiquement que l'Afrique est au cœur de la civilisation humaine. En France, il étudie la philosophie, l'histoire, la physique nucléaire, une formation pluridisciplinaire rare. Très vite, il se passionne pour l'Égypte antique. Contrairement aux versions officielles de l'époque, il soutient que l'Égypte pharaonique était une civilisation africaine noire. Ses travaux, notamment sa thèse « Nation nègre et culture » 1954, provoquent un choc. Il y démontre, preuves à l'appui, que les racines de la civilisation grecque et occidentale se trouvent en Afrique. Pour lui, nier cela, c'est participer à une falsification historique destinée à justifier la colonisation. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, la suite est passionnante. Abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit si ce n'est pas encore fait. Et like la vidéo si ça t'a plu, ça aide la chaîne à te proposer de nouvelles vidéos. Écris-moi des commentaires si tu veux que je fasse une vidéo spécifique dans cette thématique. Les travaux de Cheikh Anta Diop dérangent. À l'époque, l'idée que l'Égypte antique ait été noire est jugée scandaleuse. Les historiens occidentaux le traitent de militant, pas de savant. Sa thèse est refusée plusieurs fois, mais il persiste. En 1960, il publie L'Afrique noire précoloniale, où il démontre la profondeur des systèmes politiques et sociaux africains avant l'arrivée des Européens. Chaque publication est une bataille. Chaque livre est un pavé jeté dans la mare de l'histoire coloniale. Cheikh Anta Diop n'était pas qu'un historien, il était aussi scientifique. En physique nucléaire, il a travaillé au CNRS. En linguistique, il a étudié les liens entre les langues africaines modernes et l'égyptien ancien. Il met au point la méthode de datation par le carbone 14 en Afrique. Pour lui, l'histoire ne devait pas se baser sur des opinions, mais sur des preuves scientifiques. Sa démarche était révolutionnaire, combiner sciences dures et sciences humaines pour réhabiliter l'Afrique. Cheikh Anta Diop ne se contentait pas de la recherche. Il croyait en l'unité africaine. Il fonde le Rassemblement national démocratique au Sénégal, un parti politique panafricain. Ses discours appellent à une fédération africaine, à une langue commune et à une économie indépendante de l'Occident. Ses idées inspirent de grands leaders africains comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara. Mais ses prises de position dérangent aussi les pouvoirs en place. Pendant longtemps, ses travaux sont marginalisés dans son propre pays. Cheikh Anta Diop meurt en 1986 à Dakar. Mais son héritage est immense. Ses livres, comme Civilisation ou Barbarie, 1981, continuent d'inspirer étudiants et chercheurs. Aujourd'hui, l'université de Dakar porte son nom, Université Cheikh Anta Diop. Ses travaux sont cités dans le monde entier et de nouvelles recherches confirment nombre de ses intuitions. Il est considéré comme l'un des plus grands intellectuels africains du XXe siècle, au même rang que Fanon ou Cabral. Cheikh Anta Diop était plus qu'un savant. Il était une mémoire vivante de l'Afrique, un combattant de la vérité, un phare pour les générations futures. Son combat nous rappelle que l'histoire n'est jamais neutre, qu'elle peut être écrite pour dominer ou pour libérer. Grâce à lui, l'Afrique a retrouvé une partie de son passé. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si tu veux découvrir d'autres figures de résistance et de savoir africain, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Quand on parle de résistance africaine, on pense souvent à de grands hommes, mais l'histoire cache de nombreuses héroïnes. L'une d'elles est Aline Sitoé Diatta, une jeune femme de Casamance, au Sénégal. Elle était une reine sans couronne, une guerrière sans armes. Son courage et sa force spirituelle ont inspiré son peuple pendant l'oppression coloniale française. La résistance d'Aline était enracinée dans la tradition et la dignité, pas dans la violence. Elle a appelé son peuple à se souvenir de qui ils étaient, à trouver la force dans leurs racines. Son histoire est une leçon sur le pouvoir de la défiance pacifique. Aline Sitoé Diatta est un symbole de la force et du leadership des femmes africaines. Elle a vu le système colonial tenter d'effacer l'identité d'Iola et a dit non. Sa défiance tranquille est devenue un appel à la reconquête de la culture et de la fierté. Aujourd'hui, son nom mérite d'être rappelé parmi les plus grands d'Afrique. Sa vie fut courte, mais son impact est immense. Elle ne fait pas seulement partie de l'histoire du Sénégal, elle fait partie de l'âme de l'Afrique. Souvenons-nous de son histoire et inspirons-nous de son courage.
Née vers 1920 à Cabrousse, en Casamance, Aline a grandi imprégnée des traditions Diola. Dès son plus jeune âge, elle était connue pour sa connexion spirituelle et sa sagesse. Contrainte de travailler loin de chez elle, elle a commencé à avoir de puissantes visions à Dakar. Les esprits l'ont appelée à ramener son peuple à ses racines et à résister à l'oppression coloniale. À son retour, sa transformation était indéniable. La communauté l'a reconnue comme une prophétesse et une leader spirituelle. Elle est devenue connue sous le nom de Reine de la Pluie, censée apporter la pluie et l'espoir. Son leadership n'était pas une question de pouvoir, mais de devoir sacré. Des gens de toute la Casamance cherchèrent ses conseils. Sa maison est devenue un centre de résistance spirituelle. Elle incarnait l'identité et l'unité d'Iola. La voix d'Aline, guidée par les esprits, a inspiré son peuple à rester ferme. Sa mission était claire: restaurer la dignité et la liberté. La résistance d'Aline était une révolution de l'esprit et de la terre. Elle a exhorté son peuple à cesser de cultiver l'arachide pour les Français et à revenir à la culture du riz, leur culture traditionnelle. Cet acte était à la fois une défiance économique et culturelle. En reconquérant le riz, les Diola ont reconquis leur héritage et leur indépendance. Elle a appelé au boycott des impôts coloniaux et de la conscription. Son message, résister pacifiquement, refuser la coopération avec l'oppression. Son influence s'est rapidement répandue, alarmant les autorités coloniales. Elle a uni son peuple par la dignité, la tradition et la foi. Son mouvement était un puissant exemple de résistance non violente. Les Français la considéraient comme une menace, mais sa force était dans le cœur de son peuple. La révolution d'Aline a montré que le vrai pouvoir peut venir d'un grain de riz. Sa défiance pacifique a inspiré toute une région. Elle a prouvé que la résistance pouvait être enracinée dans la culture et l'unité. Les colonisateurs pensaient que la mort d'Aline mettrait fin à son histoire, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, elle est une icône nationale au Sénégal. Des stades, des ferries et des universités portent son nom, honorant son esprit. Pour la Casamance, elle est une sainte, une mère, une reine. Son histoire enseigne aux enfants la valeur du courage et de la culture. Elle inspire les artistes, les activistes et les leaders à travers l'Afrique. Sa résistance non violente est un modèle pour tous ceux qui luttent pour la justice. Le message d'autonomie et de fierté d'Aline est plus pertinent que jamais. Nous devons nous souvenir et célébrer des héroïnes comme elle. Leurs histoires revendiquent notre histoire et inspirent de nouvelles générations. Aline Sitoé Diatta est une véritable reine africaine. Que sa mémoire vive, guidant l'Afrique vers la dignité et la liberté. Son esprit perdure dans chaque acte de résistance et d'espoir. Il est l'un des plus grands noms de l'histoire africaine. Soundiata Keïta, l'enfant fragile devenu conquérant, fondateur de l'un des plus puissants empires médiévaux, l'Empire du Mali. Né vers 1277 dans le royaume du Mandé, Soundiata Keïta est faible et boiteux. Beaucoup doutent qu'il devienne un jour roi. Mais sa mère, Sogolon et les griots annoncent qu'il est l'enfant d'une prophétie, celui qui unifiera les clans mandingues. Adolescent, Soundiata est contrainte à l'exil par des rivalités de cour. Pendant ce temps, le roi Soso, Soumaoro Kanté,
impose sa domination sur le Mandé par la force et la terreur. Mais à l'appel de son peuple, Sundiata revient. Il rallie les clans dispersés et forme une armée unie contre l'envahisseur. En 1235, la bataille décisive a lieu à Kirina. Sundiata Keïta affronte Soumaoro Kanté. Grâce à une alliance mandingue et à sa stratégie militaire, Sundiata remporte la victoire. Soumaoro disparaît dans la légende et Sundiata devient le maître du Mandé. Après sa victoire, Soundiata convoque les clans à Kangaba. C'est là qu'est adoptée la Charte du Mandé, considérée comme l'une des plus anciennes déclarations des droits humains. L'Empire du Mali naît. Il s'étend sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, des savanes du Sahel jusqu'aux forêts guinéennes. Soundiata Keïta règne jusqu'en 1255. Son empire prospère, devenant plus tard le berceau de rois célèbres comme Mansa Moussa, l'homme le plus riche de son temps. Héros fondateur, figure légendaire, Soundiata reste dans la mémoire africaine à travers l'épopée de Soundiata, récit transmis de génération en génération par les griots. Elle a défié un empire colonial, mené des milliers de femmes dans la révolte et donné naissance à une légende musicale. Voici l'histoire de Funmilayo Ransome Kuti. Bienvenue sur Mémoire d'Afrique, la chaîne qui redonne vie aux héros et héroïnes oubliés de l'Afrique francophone. Ici, tu découvriras chaque semaine des récits puissants, résistants, reines guerrières, savants visionnaires, figures spirituelles et mouvements de libération souvent effacés des manuels d'histoire. 1900, Abeokuta, Nigeria. Funmilayo Olufunmilayo. Thomas, naît dans une famille chrétienne aisée. Privilège rare, elle reçoit une éducation occidentale. À l'école de filles d'Abeokuta, elle excelle et développe déjà un esprit critique face aux injustices. 1925, elle épouse Révérend Israël Ransome Kuti, mère de 4 enfants, dont le futur Fela. Mais Funmilayo refuse de se contenter du rôle d'épouse soumise. Elle observe, questionne et prépare sa révolution. 1940. Les femmes du marché d'Abeokuta subissent des taxes écrasantes. Funmilayo est révoltée. Elle organise les premières réunions de femmes pour discuter de leurs droits. 1946, elle fonde l'Abeokuta Women's Union, première organisation féministe du Nigeria. Elle abandonne ses robes européennes pour le traditionnel gelé. Oratrice puissante, elle galvanise des milliers de femmes. 1947, elle mène 10 000 femmes dans une marche historique contre l'Alaké d'Abeokuta. Victoire. Le roi tyrannique abdique. Son combat résonne au-delà des frontières. Elle devient la première femme nigériane à conduire une délégation en Chine communiste. Mais Funmilayo est aussi une mère exceptionnelle. Elle encourage la passion musicale de son fils Fela, futur roi de l'Afrobeat. Elle lui transmet ses valeurs de résistance et de justice sociale qui nourriront sa musique révolutionnaire. Fela dira plus tard « Ma mère était ma plus grande inspiration ». Ses autres enfants deviennent également des figures de la lutte pour les droits humains. Une dynastie de résistants née de l'exemple maternel de Funmilayo. Même âgé, Funmilayo ne renonce jamais à ses combats. 1977, les militaires attaquent le complexe de Fela. Funmilayo, 67 ans, est brutalement agressée. Elle meurt des suites de ses blessures. Ses funérailles rassemblent des milliers de personnes.
Une nation pleure, sa mère courage. Aujourd'hui, son héritage inspire encore les féministes africaines et du monde entier. Funmilayo Ransome Kuti, pionnière du féminisme africain, mère de légende, éternelle rebelle. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à Mémoire d'Afrique, c'est gratuit. Like cette vidéo si elle t'a plu et partage-la pour faire connaître ces héros oubliés. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un autre héros de l'Afrique francophone. Bienvenue sur Mémoire d'Afrique, la chaîne qui redonne vie aux héros et héroïnes oubliés de l'Afrique francophone. Ici, tu découvriras chaque semaine des récits puissants, résistants, reines guerrières, savants visionnaires, figures spirituelles et mouvements de libération souvent effacés des manuels d'histoire. Il fut surnommé le Che Guevara africain, un jeune capitaine devenu président à 33 ans, qui osa défier l'ordre mondial, dénoncer la dette et incarner une révolution sociale et politique sans précédent en Afrique. Son nom, Thomas Sankara, portrait à l'écran. Voici l'histoire d'un homme qui refusa la soumission et qui voulut bâtir un Burkina Faso digne, libre et debout. Naissance en 1949 à Yako, Haute-Volta, futur Burkina Faso. Études dans des écoles catholiques marquées par la discipline. Formation militaire à Madagascar, découverte du marxisme, des révolutions tiers-mondistes. Ses influences, Che Guevara, Marx, Nkrumah, mais aussi les luttes locales. Retour en Haute-Volta comme officier, respecté pour son intégrité, sa rigueur, sa proximité avec le peuple. Un pays pauvre, dépendant de la France. Inégalité sociale, corruption, famine chronique. Présidents successifs soumis à l'influence étrangère. Une jeunesse frustrée, en quête de changement. En 1981, Sankara devient secrétaire d'État à l'information, démissionne en direct à la télévision pour dénoncer le système. En 1983, nommé Premier ministre, mais destitué par le président Ouédraogo sous pression française. Emprisonné, il devient le symbole d'une jeunesse en colère. Le 4 août 1983, un coup d'État mené par ses camarades militaires, dont Blaise Compaoré, l'amène au pouvoir. Changement de nom du pays, de Haute-Volta à Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Drapeau du Burkina Faso à l'écran. Réforme radicale. Campagne de vaccination massive. 2,5 millions d'enfants en quelques semaines. Construction d'écoles, routes, dispensaires avec la mobilisation populaire. Lutte contre la corruption et train de vie des élites. Réforme agraire, redistribution des terres aux paysans. Promotion de l'égalité homme-femme. Interdiction de l'excision, mariage forcé, polygamie dans l'administration. La dette ne peut pas être remboursée, car si nous ne payons pas, ce sont les créanciers qui mourront. Mais si nous payons, c'est nous qui mourrons. Volonté de sortir le Burkina de la dépendance économique. Carte du Burkina Faso à l'écran. Encouragement à la production locale, port du Faso d'Anne Fanny, tissu traditionnel, refus des produits importés de luxe, autosuffisance alimentaire. En 4 ans, le Burkina passe de pays importateur à exportateur de céréales. Petit rappel, abonne-toi à la chaîne Mémoire d'Afrique pour ne rien manquer des histoires inspirantes de notre continent. C'est gratuit et ça fait toute la différence. Opposition interne, élite locale mécontente, fonctionnaires frustrés par les réformes. Opposition externe, France et Côte d'Ivoire craignent une contagion révolutionnaire. Relations tendues avec Houphouët-Boigny, Félix Houphouët et d'autres chefs d'État africains. Tension croissante avec son compagnon d'armes, Blaise Compaoré. 15 octobre 1987, réunion au Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Un commando armé, dirigé par Blaise Compaoré, attaque. Thomas Sankara est tué avec 12 de ses compagnons. Son corps est enterré à la hâte. Blaise Compaoré prend le pouvoir, annule les réformes, se rapproche de la France. Malgré sa mort brutale, Sankara devient une légende. Des milliers de jeunes Africains voient en lui un modèle d'intégrité et de courage. Son héritage politique et moral continue d'inspirer les mouvements panafricanistes et altermondialistes. Aujourd'hui, statues, chansons, documentaires et mouvements citoyens entretiennent sa mémoire. Thomas Sankara n'a gouverné que 4 ans, mais en 4 ans, il a transformé un pays,
éveiller une fierté et défier le monde. Son assassinat a voulu éteindre son rêve, mais il n'a fait que renforcer sa légende. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si tu veux découvrir d'autres figures de résistance africaine, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Bienvenue sur Mémoire d'Afrique, la chaîne qui redonne vie aux héros et héroïnes oubliés de l'Afrique francophone. Abonne-toi et rejoins la communauté des gardiens de la mémoire. Peut-on utiliser la littérature comme une arme? Pour Mongo Betty, écrivain camerounais, la réponse est claire. Oui. Dans ses romans comme dans ses essais, il a dénoncé la colonisation, les injustices et les hypocrisies politiques. Mais il n'était pas qu'un écrivain. Il était aussi un militant, un éducateur et un penseur qui voulait libérer les consciences. Voici l'histoire de l'homme qui osa défier Paris avec sa plume. Avant de continuer, un petit rappel. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la mention « J'aime » si cette vidéo te plaît. C'est gratuit, ça t'alertera dès qu'une nouvelle vidéo sortira et ça m'aide à te proposer encore plus de contenu comme celui-ci. Mongo Betty, de son vrai nom, Alexandre Biyidi Awala, né en 1932 au Cameroun, alors territoire sous mandat français. Enfant, il est témoin de la brutalité coloniale. L'administration impose ses lois, l'Église ses dogmes, et les Camerounais sont considérés comme des sujets inférieurs. Sa famille lui transmet un fort sentiment de dignité et de justice. Doué pour les études, il intègre le lycée Leclerc de Yaoundé, un lieu de formation où la France cherchait à façonner une élite docile. Mais le jeune Alexandre refuse de se plier. Son esprit critique se forge dès l'adolescence. Plus tard, il part en France, où il découvre l'effervescence intellectuelle des années 1950. Existentialisme, débats coloniaux, mais aussi les premiers cercles d'écrivains africains qui veulent se faire entendre. En 1956, il publie son premier roman, Ville cruelle, sous le pseudonyme Esa Boto. L'année suivante, il frappe un grand coup avec Le pauvre Christ de Bomba. Le livre raconte la tournée d'un missionnaire catholique dans un village africain. Mais au lieu de célébrer son œuvre, le roman met en lumière les contradictions, les abus et l'hypocrisie de la mission coloniale. Le scandale est immense. L'ouvrage est immédiatement censuré en France. Pour les autorités, cet écrivain africain allait trop loin. Pour Mongo Betty, c'était au contraire la preuve que sa plume avait touché juste. Dès lors, il assume une mission. Écrire pour dénoncer. Ses romans deviennent des armes de résistance, des miroirs tendus aux Africains pour leur rappeler leur dignité. Mongo Betty s'installe durablement en France. Il enseigne la littérature, mais ne renonce jamais à son combat politique. Ses romans, comme Mission terminée, 1957, Remember Ruben, 1974, ou Perpétue, 1978, attaquent tour à tour la corruption, le néocolonialisme et la trahison des élites africaines. En 1972, il publie un essai explosif, Main basse sur le Cameroun. Dans ce livre, il dénonce les ingérences françaises, les dictatures locales et la confiscation de l'indépendance. Résultat, l'ouvrage est interdit en France et retiré des librairies. Mais loin de se décourager, Mongo Betty redouble d'audace. Dans les années 70 et 80, il devient une figure intellectuelle incontournable. Ses prises de position contre Ahmadou Ahidjo, puis contre Paul Biya, font de lui une voix radicalement libre, respectée autant que redoutée. Pour lui, écrire n'était pas un métier, mais un acte de survie pour un peuple opprimé. En 1991, après plus de 30 ans en exil, Mongo Betty retourne enfin au Cameroun. Il ouvre à Yaoundé la librairie des peuples noirs, qui devient rapidement un lieu de rencontres et de débats intellectuels. Sa voix, encore une fois, dérange. Ses critiques contre le régime de Paul Biya lui attirent pression, surveillance et intimidation. Mais il refuse de céder. Jusqu'à sa mort en 2001, Mongo Betty n'a jamais cessé de dénoncer, de témoigner et d'écrire. Son parcours prouve que l'engagement intellectuel est un combat qui peut durer toute une vie. Aujourd'hui, l'œuvre de Mongo Betty est étudiée dans les universités d'Afrique et d'Europe. Ses romans, longtemps censurés, sont redécouverts par de nouvelles générations de lecteurs. Ses écrits ne sont pas seulement de la littérature, ce sont des archives de la résistance, des cris contre l'injustice et des appels à la liberté. Mongo Betty a montré que les mots pouvaient déranger les puissants, réveiller les consciences et traverser les époques. Son héritage est celui d'une plume indomptable, qui a prouvé qu'écrire pouvait être une arme. Mongo Betty,
C'était une voix indomptable, une voix qui refusait de se taire, une voix qui continue de résonner aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si tu veux découvrir d'autres figures de résistance africaine, abonne-toi à la chaîne et active la cloche.